Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés si nombreux ce matin pour venir assister au lancement de ces ateliers Sociologia. Permettez-moi, pour commencer, de remercier le CIRST et en particulier Martine Foisy et Daniel Letendre qui ont accepté avec enthousiasme d'inscrire cette série d'ateliers dans la programmation scientifique du CIRST. J'aimerais également remercier nos deux premiers cobayes pour ces ateliers. D'une part, Yves Gingras, que je vais présenter plus longuement dans quelques instants, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. De même que Jonathan Roberge, que je présenterai également plus longuement, mais cet après-midi, qui est professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, urbanisation, culture et société, de même que titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques et l'intermédiation culturelle. Alors, je vais faire bref pour enchaîner avec le premier conférencier, puisque le temps est compté. Alors, il y a actuellement un mouvement important, une vague importante, pourrait-on dire, de discussion autour de l'intelligence artificielle, et on se rend compte que tous les domaines de la sociologie sont touchés par l'intelligence artificielle. Je prends la sociologie du droit et de la justice, un domaine qui m'intéresse. Il y a de nombreuses discussions à ce sujet-là. Même chose en sociologie de la santé, même chose en sociologie de l'éducation, etc. Et je me suis dit que pour nous donner un peu de courage pour lancer ces ateliers, qu'il serait peut-être pertinent de faire appel à un spécialiste en sociologie des sciences. Et je me suis dit qu'idéalement, peut-être Yves Gingras accepterait de prononcer cette conférence d'ouverture. Alors, pourquoi Yves Gingras? Bien, au moins pour deux raisons. D'une part, l'ensemble de son œuvre gravite autour de l'histoire et de la sociologie des sciences. Comme je l'ai dit tantôt, il est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, membre du CIRST également. Il est cofondateur et directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. De 2004 à 2018, il a été titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. En 2017, il a été nommé fellow de l'Association américaine pour l'avancement des sciences et il a obtenu en 2018 le prix du Québec Léon Gérin pour l'ensemble de sa carrière. Chercheur très actif, il a rédigé plus d'une dizaine d'ouvrages sur l'histoire et la sociologie des sciences, dont récemment une histoire des sciences dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Depuis 1997, il tient par ailleurs une chronique mensuelle à l'émission radiophonique Les Années-Lumière. Première raison, donc, l'ensemble de l'œuvre de Yves Gingras gravite autour de l'histoire et de la sociologie des sciences. Deuxième raison, bien, heureusement pour nous, depuis quelque temps, Yves Gingras a débuté une réflexion sur l'intelligence artificielle. En contactant Yves Gingras au début du mois de janvier 2019 pour lui faire part du projet, je lui ai suggéré un titre de conférence qui me semblait bien correspondre au travail en atelier. L'intelligence artificielle entre le marteau et l'enclume de la sociologie des sciences. Après quelques jours de réflexion, il a accepté avec enthousiasme de participer aux ateliers, en précisant toutefois qu'il serait préférable de penser à un titre moins agressif. Moins agressif, le titre qu'il m'a contre-proposé n'est pas moins incisif. L'intelligence sociologique confrontée à l'intelligence artificielle. Yves Gingras, la parole est à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et comme c'est un atelier, je ne vais pas faire une conférence sur un aspect particulier. On va développer ça cet après-midi par un des aspects avec Jonathan dans les semaines suivantes. Donc, ce que j'ai pensé, c'est de donner ma perception actuelle. Donc, je ne parlerai pas de tout, on ne peut pas être expert en tout. Et on vient de le dire que la question qui est mise sur le marché depuis un an environ touche plusieurs aspects. On peut penser à l'organisation du travail, on peut participer aux aspects juridiques. On a parlé évidemment de façon surabondante de l'aspect éthique. Donc, j'ai pensé d'essayer d'avoir un regard distant qui va regarder les choses qui, moi, m'irritent actuellement et me font réfléchir et sur lesquelles, donc, je vais attirer votre attention et vous verrez si ce sont des aspects qui vous intéressent. Donc, c'est mon regard sur ce qui se passe actuellement
avec quelques exemples pour attirer l'attention avec un regard distancié, de dire, écoutez, on utilise tel mot, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, au lieu de le prendre puis de le répéter, de prendre une distance, mais de quoi on parle exactement dans un ensemble de domaines. Et donc, j'ai pensé au titre « L'intelligence sociologique face à l'intelligence artificielle ». Bien sûr, l'intelligence sociologique n'est pas entre guillemets, mais l'intelligence artificielle est entre guillemets. C'est déjà une chose à observer. Et aussi, c'est une forme de clin d'œil qui a été brisé tantôt, mais bon, le punch est scrap, à l'imagination sociologique de C. Wright Mills. Donc, j'aurais pu dire l'imagination sociologique face à l'intelligence artificielle. Je dis, ah non, ça va être mieux. L'intelligence sociologique. Parce qu'effectivement, c'est un peu synonyme. Il y a le Central Intelligence Agency. L'intelligence, c'est aussi la compréhension. On veut comprendre, on veut avoir de l'information. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'imagination. Donc, je vais aborder un certain nombre de questions. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, elle est de toutes les conversations, et on dit tout et n'importe quoi à son sujet. Surtout n'importe quoi. Il s'agit surtout de délires émanant de personnes qui ont tout intérêt à nourrir les fantasmes populaires. Et l'emploi du terme « intelligence » pour cette discipline est de fait une vaste supercherie, car il est basé sur des vœux pieux qui sont loin de la réalité. L'IA revient en force avec son lot de promesses malheureusement irréalistes. Tout cela à cause d'un malentendu autour du nom même donné à la discipline qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Et pas besoin d'être psychologue pour savoir que l'IA n'a rien à voir avec l'intelligence. Je soutiens que l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc maintenant, je suis très à l'aise de vous dire que tout ce que je viens de dire ici, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Luc Julia. Luc Julia, qui est quand même un des grands experts sur ces questions de l'IA. On va prendre IA pour pas que j'ai entendre trop souvent intelligence artificielle qui mérite au plus haut point. Donc, Luc Julia est un grand expert de l'IA. C'est le co-créateur de Siri, qui, dans ce livre très, très intéressant, « L'intelligence artificielle n'existe pas », toutes les phrases que j'ai données avant sont sorties de ce livre-là. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est lui. Et lui, il sait de quoi il parle quand il travaille sur des logiciels et sur des algorithmes. Il en a construit, c'est son emploi, c'est son travail. Ça, c'est un peu comme ceux qui disent « Ah, la mécanique quantique, c'est mystérieux ». Alors que ceux qui savent comment fonctionnent les Hamiltoniens et l'équation de Schrödinger se disent « Arrêtons de faire peur au monde avec la mécanique quantique ». Avec lui, il a dit « Arrêtons de faire peur au monde avec l'IA ». Donc, c'est déjà un bon point. Et je note ici que Julia fait une excellente critique technique du discours de l'IA. Donc, je vais revenir vers la fin sur cette question-là de l'expertise. L'informaticien qui a une expertise dans un domaine, le chimiste dans un domaine, est-ce qu'au nom de cette expertise-là, ça lui permet ensuite de parler de n'importe quoi, y compris de l'éthique? On va y venir vers la fin. Donc, effectivement, pour aller vite, quelle intelligence? Parce que j'ai fait une recherche sur le web. L'intelligence, c'est quoi? Bien, il y a 8 formes, il y en a plein de formes. Toute la psychopop va vous dire que toutes sortes de formes d'intelligence, jusqu'aux mathématiques, verbaux, linguistiques, spatiales, intrapersonnelles, kinésisthétiques, interpersonnelles, musicales, rythmiques et naturalistes. Donc, si on embarque dans l'intelligence, là, on est dans le trouble. Donc, ce qu'on voit au fond, depuis un an ou deux, c'est plutôt une intoxication médiatique de notre intelligence, qui, elle, est réelle. Par exemple, prenons juste un indicateur rapide sur l'intelligence artificielle. Vous allez dans les médias, vous regardez la base de données Eureka, vous voyez très bien qu'il y a un pic absolument extraordinaire. Ce n'est pas une montée tranquille, c'est une montée spectaculaire de 0 à l'infini médiatique. Si on dit algorithme, parce que les deux mots-clés, bien sûr, c'est IA et l'autre, c'est algorithme. Bien, l'algorithme, c'est pareil. On n'en parle pas, en gros. Puis là, dans les médias, j'entends bien, c'est important, parce que je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est la circulation médiatique. Si on est ici encore, puis qu'on s'excite, c'est à cause des médias. Et donc, ce qui m'a intéressé surtout dans cette affaire-là, c'est la question, justement, de la rhétorique. Parce que comme c'est les médias, je suis frappé parce que c'est les mots qui font bouger les gens. On parle de choses, on répète des mots. C'est comme quand on a lancé toute la discussion sur l'économie de partage. L'économie de partage, mais on partage quoi, là? Il y a un logiciel, il y a un algorithme, il y a une
plateforme qui dit, viens ici, puis moi, je vais prendre une cote, puis tu peux vendre des choses. Ce n'est pas une économie de partage, c'est une économie avec des intermédiaires dans un marché de vente et d'achat. Il n'y a rien de partagé là-dedans. Mais on appelle ça l'économie de partage. Le simple fait de parler d'économie de partage alors qu'on a simplement un marché capitaliste avec une plateforme différente, où il y a quelqu'un qui vend sur Kijiji puis l'autre qui achète, bien, c'est un achat puis une vente. Il n'y a pas de partage là. Donc, on nous manipule, on nous enfume avec les mots. Donc, l'intelligence artificielle, par exemple, appelle la comparaison avec l'intelligence naturelle. C'est automatique. Donc, dans le langage, il y a une logique. C'est pour ça que j'ai mis comme référence le classique fondamental de Austin, quand dire c'est faire. Les mots font des choses. On ne le répétera jamais assez. Et donc, parler d'intelligence artificielle, quand on regarde qu'est-ce que ça donne comme conséquence pratique, ça amène tout de suite l'intelligence naturelle et ça génère automatiquement des discussions, à mon avis, totalement vaines autour d'un terme non défini. Un bel exemple, c'est que l'année dernière, j'ai assisté à un colloque organisé par les communicateurs scientifiques où il y avait un journaliste de Radio-Canada qui était en charge d'une séance où on avait invité un expert en comportement animal, Luc-Alain Giraldo, et un autre qui s'intéressait à l'intelligence artificielle. La question, c'était quelle différence entre intelligence artificielle et intelligence naturelle? C'était ça la question. Là, tout le monde discutait. Giraldo a très bien montré que c'était un peu absurde et qu'il n'y avait aucune intelligence dans ces algorithmes et que l'intelligence d'un pigeon est infiniment plus grande que l'intelligence de DeepMind. Infiniment plus grande comme intelligence au sens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après la discussion, j'ai dit, écoutez, j'ai une suggestion. Supposons que votre atelier avait été appelé, et si on suppose que dans le débat depuis une couple d'années, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais on parle toujours de ce qui est la réalité, c'est-à-dire des algorithmes. La réalité, c'est qu'on construit des algorithmes qui font des choses, avec des techniques, apprentissage profond, peu importe la technique, on construit des algorithmes. C'est ça qu'on fait. C'est ça qui est dans les boîtes. J'ai dit, si on avait dit, bon, quel est l'impact des algorithmes sur la société, quel est l'impact d'un algorithme, celui d'Uber ou de n'importe quoi, on parle d'algorithmes. J'ai dit, vous voyez immédiatement que la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, n'aurait pas eu lieu. Parce qu'on n'aurait pas pensé à associer le mot algorithme à intelligence naturelle. Donc, les langages est, à mon avis, crucial. C'est pour ça qu'il y a des mots que j'évite. Par exemple, un mot que je ne dis jamais, mais là, je vais être obligé de le dire, donc je m'en excuse et ça me perturbe déjà. On lit à chaque année, le 10 octobre, l'annonce du prix Nobel d'économie. Ah, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Si vous allez sur le site Nobel, vous ne verrez jamais l'expression Nobel Prize in Economics. Ça n'existe pas. Bien, tu vous dites, mais voyons donc, Gingras, à chaque année, il annonce le prix Nobel d'économie. Justement, ça s'appelle le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en l'honneur d'Alfred Nobel. Ça a été créé en 1968. Alfred Nobel, là, son prix Nobel, il date de 1901, puis il n'y en a pas en économie. Donc, il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Mais la Banque de Suède a fait de l'alchimie sociale, a pris ses millions, elle dit, c'est ma fête, c'est mon 400e, je prends mes millions, je crée le prix de la Banque de Suède. Ce qui est normal, c'est son argent. Mais tout le monde s'en fout du prix de la Banque de Suède. Donc, il dit, comment s'assurer que les journalistes vont considérer notre prix comme important? Et tout le monde a compris qu'il faut qu'il y ait le mot Nobel dedans. C'est clair. Et on dit, OK, on va appeler ça prix de la Banque de Suède en sciences économiques, pas en l'honneur d'Adam Smith. Pourtant, Adam Smith, c'est le fondateur de la discipline économique, la richesse des nations, un livre de référence, la Bible économique en un sens. Adam Smith, c'est le fondateur. On s'attend à ce qu'un prix, tu dis le prix Albert Einstein, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, non pas en l'honneur d'Adam Smith, parce que les journalistes disent, ben, un prix en l'honneur d'Adam Smith, ça ne nous intéresse pas. Il y a plein de prix. Il y a des milliers de prix en physique et des prix Maxwell qui sont très prestigieux, mais personne ne connaît Maxwell. Donc, on dit, on l'a l'affaire. Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en l'honneur d'Alfred Nobel. Les journalistes, on dit, c'est trop long. Prix Nobel d'économie. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche pour tous les naïfs dans le monde médiatique. Et donc aussi, la comparaison avec le cerveau, donc l'humain. Quand on parle du cerveau, on pense au cerveau humain. Okay? Même si les mécanismes n'ont rien en commun, hein, et qu'on ignore à peu près tout du fonctionnement réel du cerveau au niveau cellulaire. On sait qu'on a des milliards de cellules, ça parle entre elles. On a des métaphores, mais comment ça fonctionne exactement? Il ne faut pas demander aux informaticiens, il faut aller voir les neurologues. Puis les neurologues, ils ont beaucoup de travail à faire, puis ils savent qu'ils connaissent plein de choses, mais encore beaucoup plus à connaître.
Et si on avait du temps, on pourrait faire de l'histoire, ce que je n'ai pas le temps, que les métaphores et les analogies se sont inversées. Avant, l'ordinateur, on le compare au cerveau. Maintenant, c'est le cerveau qu'on compare à un ordinateur. Puis au début du siècle, il n'y avait pas d'informatique, on avait des fils électriques, donc c'est un cerveau électrique. Donc les analogies, on les prend dans notre environnement. Elles sont parfois utiles, mais elles sont parfois désastreuses dans leurs conséquences. Et donc, une chose aussi que je trouve très intéressante, moi, c'est le jeu d'échecs. On s'est excité. Hey, DeepMind, ou je ne sais plus trop quel ordinateur, a gagné au jeu d'échecs. So what? Moi, j'ai dit, il n'y a aucune surprise là. Le jeu d'échecs, il y a des règles. C'est un ordinateur, c'est assez gros, puis il va assez vite. Il va parcourir l'espace des combinatoires beaucoup plus vite que n'importe quel génie. S'appellerait-il Einstein? C'est élémentaire. Mais pourquoi on s'est excité? Parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu d'intello. Puis quand tu dis que tu joues aux échecs, tu as l'air intelligent. Là, je vous dis tout de suite, moi, je n'ai pas l'air intelligent. Je ne joue pas aux échecs. J'ai horreur de jeu là, ça m'énerve. Je ne joue pas à ça. Mais je me dis, il a gagné aux échecs. Puis là, on vient d'annoncer qu'il a gagné au jeu de Go. Ah, ça, c'est encore plus intello. Ben oui, mais il y a des règles au jeu de Go. Fait qu'il faut que les ordinateurs aillent vite. En 1960, le même algorithme n'aurait pas gagné au jeu de Go. Ça aurait pris 12 mois pour faire deux petits mouvements. Donc, on crée de l'imaginaire. Là où on devrait, notre travail, c'est d'expliquer comment ça marche. Et donc, l'ordinateur qui bat l'humain est intelligent. C'est automatique. Il a gagné, donc il est intelligent. Ce qui est complètement absurde. Alors, comme je viens de dire, il fait juste suivre les règles. Il y a une autre chose qu'on ne mentionne pas, puis qui est très, très important, là, c'est mon côté physicien, mais il faut dire que si on veut faire une bonne sociologie des sciences, il faut connaître la science. Parce que sinon, on va se faire rouler dans la farine, là. Okay? Donc, on doit avoir une forme de symétrie puis d'impartialité, mais on doit avoir la connaissance. Parce que si on dit hey, « les extraterrestres ont atterri », puis on croit ça, ben on va faire des choses qui ne sont pas très utiles, parce que c'est peu probable, parce que la vitesse de la lumière est limitée, etc. Donc, il faut quand même une certaine connaissance scientifique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on oublie de dire que le jeu de Go ou le jeu d'échecs, il consomme des milliers de kilowattheures, alors que le cerveau humain, à peine quelques watts, quelques kilowattheures d'énergie. Hein, donc, tu prends une barre tendre, là, puis tu peux jouer aux échecs longtemps. Alors que l'ordinateur, lui, il va faire plaisir à Hydro-Québec, qui, lui, va vendre. Et donc, c'est intéressant. Parce qu'on Hydro-Québec, bien oui, ça bouffe de l'énergie, les ordinateurs. C'est pour ça qu'on les met au pôle Nord, parce que le refroidissement est plus facile. Donc, il y a des aspects physiques à tenir en compte. Puis quand on nous parle de l'info nuagée, bien, c'est pas exactement dans les nuages que les calculs se font. Hein? Il y a des gens dans les nuages, mais pendant ce temps-là, les gens font autre chose dans la réalité. Et aussi, la reconnaissance. On dit, hey, l'ordinateur reconnaît les chats, puis il reconnaît la face à Gingras. C'est génial. Ouais, mais attends un peu, là. Un humain, ça il prend deux ou trois images, puis l'apprentissage profond, bien, ça prend des dizaines de milliers d'images. Donc, il n'est pas si intelligent que ça. Donc, on abandonne la rhétorique de l'intelligence, mais on sait qu'elle a une fonction, soit qu'on ne l'abandonnera pas. Par exemple, moi, j'ai fait des tests avec le prix Nobel d'économie. Tous les économistes disent, oui, Gingras, on le sait que c'est le prix de la Banque de Suède. Ça ne change rien. Puis je dis, OK, si ça ne change rien, appelle le prix de la Banque de Suède. Donc, pourquoi tu continues d'appeler le prix Nobel? Parce que ça change de quoi? Sinon, il accepterait. Je dis, gars, moi, c'est Yves, puis tu m'appelles Denis. Puis je te dis constamment, bien, mon nom, c'est Yves. Oui, je le sais que c'est Yves, Denis. C'est absurde, hein? Donc, quand ils disent prix Nobel d'économie, c'est que ça leur fait plaisir de dire qu'ils sont une science. Alors qu'on sait très bien que l'économie, c'est assez loin, on va y revenir plus loin, d'être une science. Donc ça, je saute ça, c'est pas important. Bon. Et justement, ça nous amène à la rhétorique de l'économie, qui est quand même assez extraordinaire, puis qui a des conséquences politiques absolument énormes, puis qui est répétée par les médias et par les dirigeants. Et on commence avec celle-là ici. Donc, sur le site Scale AI, on nous annonce, hein, c'est le ministère quand même, c'est le gouvernement du Canada, c'est pas n'importe quoi. On nous dit qu'il va y avoir des retombées estimées sur le PIB sur 10 ans de 16 milliards de dollars. Ça, c'est de la grosse argent, sauf que divisé par 10, ça fait 1,6 milliard par année. Du point de vue du budget canadien, du PIB, c'est pas tout à fait élevé. Et ça va créer 16 000 emplois. C'est bon à savoir, ça, parce que c'est très important, créer des emplois. Et aussi, on est capable, en économie, qui est une science plus précise que la physique, de nous prédire le futur. Et là, on nous annonce, attachez votre ceinture, les impacts là, de l'automatisation. Et on a ici des gros graphiques, donc c'est compliqué. On part en 2016, puis on nous amène en 2095. Bon, mais
je suis très à l'aise parce que vous ne serez pas là pour dire qu'ils se sont trompés. OK? Moi, si, parce que je vais transférer mon cerveau dans des matrix. Ça va être réglé. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Puis les gens répètent ça. Oui, McKinsey nous annonce telle chose. Ah bon, mais comment ils font ça? Et là, c'est extraordinaire. Voici ici, on a donc les conséquences de l'automation. On nous apprend que historiquement, les derniers 50 ans, puis on nous dit ce qui va se passer dans 50 ans, avec un taux de 2,8, pas 3. Non, 3, c'est approximatif. 2,8, ça c'est exact. Et 1,4. Puis c'est peut-être parce qu'on dit on va diviser par 2. 2,8 divisé par 2, c'est 1,4. Donc ça marche. Puis les gens sont idiots, ils ne comprendront pas. C'est pas grave. Donc, à mon avis, ça c'est du grand n'importe quoi. Fait qu'il faut se dire comment ces choses-là peuvent circuler et comment ça marche. Et par analogie, je pense que c'est important de prendre un exemple ancien pour nous éclairer. Donc ça, c'est le côté aussi d'une sociologie historique qui nous permet de faire des comparaisons structurelles. Souvent, les discours vont être les mêmes. J'ai toujours dit, tu peux prendre des textes de 10 ans, tu remplaces le mot nanotechnologie dedans, tu mets le mot IA, tu soumets le document, et les gens vont dire, c'est génial. Tu dis, oui, mais c'est le même texte, on a juste changé la technologie parce qu'on a beaucoup de répétitions dans les discours. C'est à vérifier, mais c'est assez plausible. Donc, cet exemple des prédictions qui sont très dangereuses m'a rappelé une histoire que j'avais traitée dans le Devoir lorsqu'on a fermé Gentilly 2. En 1975, Hydro-Québec prévoyait un taux de croissance annuel moyen de la demande de 7 % jusqu'en l'an 2000. Heureusement, là, on est passé l'an 2000. Donc, on peut vérifier les prédictions. À un tel rythme, le complexe de barrage La Grande, qui à l'époque était en pleine construction, une fois terminé au milieu des années 80, ne suffirait plus. Fait qu'on se dit, OK, on a besoin d'énergie, on planifie à l'avance, ce qui est tout à fait normal. Donc, planifions. La prédiction du rapport d'Hydro-Québec, c'était de dire, donc, il faut construire, là, j'ai dit, il aurait fallu, c'est passé, mais il faut construire un réacteur nucléaire par an entre 80 et 85. Puis comme c'est passé, ensuite, pendant que les autres se construisent, parce que ça prend 10 ans, on en fait 2 par an entre 90 et 95. Puis ensuite, pour accélérer, parce qu'on va avoir appris à faire ça, ça va devenir routinier, un réacteur nucléaire. C'est pas compliqué à construire pour des gens qui rêvent. 3 par an entre 95 et 2000. Donc, pas besoin d'un algorithme, l'arithmétique élémentaire, 1 fois 5, plus 2 fois 5, plus 3 fois 5, en gros, fait 30 réacteurs nucléaires. Puis là, vous êtes en 75, puis vos ingénieurs d'Hydro-Québec qui vous disent, écoutez, nous, on est des économistes, on est des ingénieurs, il faut 30 réacteurs nucléaires, sinon le Québec va être dans la grande noirceur, encore une fois, en l'an 2000. Et 30 réacteurs nucléaires, là, imaginez ça le long du Saint-Laurent. Et donc, l'électricité nucléaire aurait compté pour le tiers de l'énergie électrique en l'an 2000, alors qu'aujourd'hui, elle est exactement égale, à moins que je me trompe, à 0 % de nucléaire. Fait que ça, c'est une marge d'erreur assez énorme, sans compter que si on avait commencé à construire ces réacteurs-là, contrairement à une éolienne, t'en construis une, elle fonctionne immédiatement, t'en construis 2, le réacteur, là, construit à moitié, il ne marche pas. Donc, la rigidité technologique du nucléaire n'est pas la même que la rigidité technologique des panneaux solaires ou de l'éolienne. Donc, les technologies, sans être totalement déterministes, ont une rigidité intrinsèque dont il faut tenir compte, et les rêveurs, les prédicteurs en tiennent jamais compte. Fait, à la lumière d'Hydro-Québec, les prédictions de nos futuristes sur l'IA, je pense qu'il faut prendre ça avec plus qu'un grain de sel, avec une mine de sel complète. Ce qui nous ramène à poser aussi cette question de distanciation qu'il y avait ce livre-là, ça m'a rappelé le livre de Raymond Boudon, l'art de se persuader des idées fausses, douteuses ou fragiles. Ce qui nous oblige donc à dire, bien, comment ça fonctionne, cette affaire-là? Donc, il faut faire la critique de la méthode et se dire comment se font ces calculs savants. Et là, c'est le temps d'avoir des gens en économie qui ont un peu une compréhension, comme d'autres ont une compréhension en physique, de prendre ces rapports-là, qui sont toujours avec des belles images, de dire où sont les équations de ça, où sont les calculs, où sont les hypothèses, comment ça fonctionne. Il faut rendre explicite les hypothèses cachées ou implicites. Le plus souvent, les hypothèses sont implicites. On prend pour acquis, donc, par exemple, qu'il ne va se passer rien, que tout le monde actuel va continuer en ligne droite. C'est exactement ce que Hydro-Québec se dit. S'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de crise du pétrole en 1979, s'il n'y a pas de guerre nulle part, la consommation va augmenter avec l'industrialisation. Hein, toute chose étant égale par ailleurs.
Mais quelle est la probabilité quand le monde social, toutes choses soient égales par ailleurs? Elle est proche de 0. Donc, il faut absolument, à chaque fois, de dire, non pas répéter, oui, on va créer 12 000 emplois. C'est écrit où, ça? Un chiffre qu'on répète depuis 30 ans. 30 ans. C'est, et je l'ai entendu encore récemment, mais par charité chrétienne, je ne dirai pas par qui, on nous dit, ah, vous savez, dans 10 ans, la moitié des emplois vont être disparus et les gens vont changer d'emploi 5 fois dans leur vie. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. Je dis toujours, avez-vous un chiffre là-dedans? Est-ce une étude là-dedans? Ah, non, effectivement. Un autre exemple de répétition constante, mais dans un autre domaine, montrer que moi, je trouve que cet aspect-là et la rhétorique, il faut toujours les arrêter. Fait que moi, dans tout colloque, tout congrès où quelqu'un dit prix Nobel d'économie, je vous dis, je me lève immédiatement. Je dis, monsieur, juste une petite correction. Répétez après moi, prix de la Banque de Suède. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci. On ne laisse pas répéter des âneries. Okay? Et donc, par exemple, dans les années 90, avant même donc, la création du génome humain, on répétait partout, dans plein de livres, que le singe a 99 % de son génome le même que l'humain. C'était partout ce chiffre-là. Les journalistes se répétaient. J'avais été invité à un congrès de journalistes où je leur avais dit, vous savez, journalistes, vous répétez ça. Ça vient d'où? Parce que le génome humain, on ne le connaît pas. On est en train de le faire. On l'a eu en l'an 2000, et là, on peut dire, oui, en l'an 2000, j'ai tout le génome, puis je calcule tous les codes, et je peux dire 99. On peut mettre un chiffre parce que j'ai compté. Mais avant, et là, les journalistes disent, ah, moi, c'est vrai, ça vient d'où? Ben, on ne sait pas. La rumeur, c'est propagé. Puis il y a un livre maintenant qui a été écrit sur cette affaire-là, qui montre de ça. Donc, c'est bon de rappeler, non pas parce que le passé est toujours garant de l'avenir, mais penser que l'avenir est toujours complètement ex novo, je pense que ce n'est pas tout à fait une bonne approche de mise en contexte, alors qu'on se rappelle plutôt des choses. Une autre chose, je pense, qui est importante de faire, qui est compliquée, et là, ce que moi j'appelle la psychosociologie des gourous ou la psychologie sociale est très importante, parce que quand on parle des problèmes qu'on a actuellement, c'est beaucoup des problèmes de psychologie sociale et de communication à travers les réseaux. Donc, il faut se poser la question. Je n'ai pas la réponse à ces questions-là, mais moi, ça m'intrigue. Okay? Fait qu'on a, par exemple, Elon Musk qui a peur de l'IA, qui a peur que l'IA prenne le contrôle du monde. Moi, si j'étais lui, le conseil que je lui donnerais, c'est écoute, va voir un psychiatre, là. C'est un véritable problème, là. Nul autre que Stephen Hawking qui craint que l'IA complète pourrait mettre fin à la race humaine. Rappelons qu'il avait aussi peur de contacter les extraterrestres. Puis là, on nous dit, mais Stephen Hawking, là, hein, c'est le plus grand savant vivant. Bien là, il est mort, là, mais c'était le plus grand savant vivant. Et en plus, il parlait à travers un ordinateur, donc il est encore plus intelligent. C'est un cerveau pur. Moi, je me suis dit, notre travail, c'est d'être critique, de comprendre, puis d'expliquer l'affaire. Puis c'est pas de dire c'est Stephen Hawking, c'est pas un argument, ça. L'argument ad hominem n'est pas un argument. Donc ici, Stephen Hawking délire totalement. C'est d'une absurdité totale, cette affaire-là. Il suffit de connaître un peu de physique pour le savoir. Bill Gates, lui aussi, il est préoccupé, lui, par la super-intelligence. Mais de quoi on parle? C'est quoi ça, la super-intelligence? Donc, il y a un problème là, de gourous, de gens qui sont devenus riches vite, puis qui pensent qu'ils peuvent nous parler d'éthique, nous parler même de physique quantique, hein, parce qu'il y en a qui parlent de physique quantique, puis ils n'ont jamais fait de physique de leur vie. Donc, Julia pose une question, donc c'est lui qui la pose. Non, je suis à l'aise, hein, c'est pas moi. Il dit, qu'est-ce qui pousse, je cite, qu'est-ce qui pousse des personnes intelligentes à faire des déclarations aussi absurdes? Parce que lui dit, c'est un tissu de conneries, ça. Moi, j'en rajoute une. Mais qu'est-ce qui pousse des personnes intelligentes à croire de telles déclarations? Que les gens délirent, je pense qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? Qu'il y ait quelqu'un qui lance une secte, le gourou, ce n'est pas le problème. C'est le syndrome du berger, le problème. C'est que les gens qui ont... c'est les suiveux qui vont voir le gourou. C'est eux le problème, ce n'est pas le gourou. Donc, comment se fait-il qu'on puisse écouter de stupidités semblables? Bien là, ça pose des problèmes, effectivement, qu'on creuse et que peut-être on va avoir un petit peu d'éléments plus terre-à-terre cet après-midi avec Jonathan dans le cas des mécanismes qui ont lieu au Québec sur ces questions-là. C'est comment on passe des gourous et des lobbies aux ministres. Parce qu'à la fin de la journée, il y a des ministres qui mettent des millions. Ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, il nous faut des analyses précises des réseaux sociaux, des acteurs et des
lobbyistes. C'est un travail qui est en cours et c'est un travail qu'on doit faire. Il faut aussi, dans la même veine, des analyses des membres des conseils d'administration, ce qu'on appelle le interlocking, des membres des conseils d'administration sur tous les organismes liés à ce qu'on appelle l'écosystème de l'IA. Encore là, une métaphore écologique généreuse. On a un écosystème. Là, ça donne tout de suite une connotation. Ah, c'est écologique, écosystème, on s'aime. Donc, les mots sont toujours les choses les plus importantes, finalement, dans cette affaire-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans les... Et là, on est dans Sciences Po, mais la Sciences Po, c'est un chapitre de la sociologie. C'est la sociologie politique, mais c'est la sociologie. Il faut souvent, quand on connaît les mécanismes internes dans les ministères, peut-être, préparer déjà des dossiers clés en main pour des ministres en mal d'annonces innovantes. Et il faut annoncer de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet, trouvez-moi de quoi. Fait que c'est quoi qui est le buzz actuel. Si le dossier est prêt, il passe à un autre dossier. Donc, il y a des préparations de dossiers, soit par des consultants qui peuvent écrire, soit par des lobbies, et justement à des étapes assez cruciales. Par exemple, dans le passé, j'étais assez frappé que les discours arrivaient sur les taxes trop élevées font fuir X, Y, toujours 2 mois avant le budget. Donc, les discours pré-budgétaires, lorsqu'on sait que le budget arrive en mars, on voit arriver en décembre, ah, les taxes, attention, c'est dangereux, ça va fuir les innovations, la régulation, c'est pas bon. Ça n'arrive pas n'importe quand dans l'année. Ça arrive souvent dans des étapes pré-budgétaires ou dans la rédaction de livres blancs ou verts, selon les ministères. L'autre chose qui est présente et qui devrait être creusée, qui est plus complexe, mais qui est présente, on le voit, qui est ce que j'appelle l'idéologie économique de la rupture. On parle des innovations de rupture, comme si on savait à l'avance que ça va faire une rupture. Il y a un problème, mais c'est à la mode d'être disruptive. Ça, c'est bon. Détruire, c'est bon, c'est rendu bon. On dit, ah oui, mais Schumpeter, le grand économiste, disait ça. Donc, aujourd'hui, ça ferait peut-être plaisir aux Black Blocs, ils sont pour ça la rupture, eux aussi. Donc, rupture et aussi la concentration des ressources. Depuis 10 ans, entre autres, ça a commencé sous Harper, on a une vision qu'il faut concentrer les ressources sur un autre mot qui est apparu récemment, les talents. Pas les talents Catelli, là, qui dansent la psychiatre, mais les talents. Je ne sais pas trop c'est quoi des talents. Moi, je connais des personnes qui sont talentueuses, mais des talents, c'est une monnaie, le talent. C'est pas une capacité. Donc, il y a des nouveaux mots qui apparaissent. On veut des talents. Et donc, tu as une combinatoire de la concentration des ressources et, bien sûr, l'excellence, surtout face à l'ennemi invisible de la compétition internationale. Tout ça mis ensemble amène les gouvernements à dire on met 100 millions sur une bebelle, puis ça va tout régler. Puis évidemment, on devine que ça ne réglera pas le coup, parce que si vous connaissez l'histoire de Biochem Pharma, puis de tous les investissements sur le biotech, bien, la mécanique québécoise du capitalisme québécois est simple, c'est que tu as un start-up, le gouvernement, que ce soit celui de Landry, OPQ ou les autres, tu le nourris, donc tu l'engraisses, ils ont les meilleurs au monde. Pendant ce temps-là, les grosses le regardent grossir, ils disent, oui, c'est très bien, nourrissez-le. Puis quand il atteint une certaine taille, ils l'achètent. C'est ce qu'ils ont fait avec Biochem Pharma. Ils prennent les brevets, ils ferment la baraque. C'est ça qu'ils font. Ça s'appelle la concentration du capital. C'est pas méchant, c'est comme ça que ça marche. Et il faut savoir que quand on fait grossir, c'est arrivé aussi alors qu'on avait l'innovation des premiers films numériques avec Langlois. Bien, Langlois, il a fait sa compagnie, il l'a vendu, puis maintenant, il est mécène. Mais ça a été vendu, c'est pas au Québec, cette affaire-là. Donc, il faut en même temps avoir une conscience de qu'est-ce que le Québec, pendant qu'on entend les gens dire « on va être les meilleurs au monde en IA ». Ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait dans l'autre domaine, et je vous prédis ce qui va arriver. Ces petites compagnies-là vont être achetées quand ça va être la bonne grosseur par les GAFA. C'est pas méchant, c'est que ça s'appelle le système capitaliste, et il y a des règles au système capitaliste, dont la plus importante est la concentration du capital. L'exemple des nanotech, on pourrait justement comparer précisément la structure des discours et les recommandations éthiques. On a un document de 2005, justement, du Conseil québécois de l'éthique de la recherche qui porte sur l'éthique des nanotechnologies. Il suffit de reprendre tous ces documents-là et voir par des analyses, justement, de textes automatiques, faire ce qui se passe. Et donc, il y a une autre chose qui est très importante, et ça a été étudié sur le cas en France aussi, c'est la peur obsessive du retard. La problématique du retard, il n'y a rien de plus payant au plan rhétorique. Je vais vous donner un exemple concret qui est le suivant, qui est tiré du Devoir du 29 janvier.
Ce qu'on a eu dans les dernières années, ça a été des investissements de base, de départ. Ça a permis l'essor du MILA. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, a affirmé au devoir la présidente directrice générale du MILA, Valérie Pisano, en marge du dévoilement des bureaux du centre de recherche situé dans le quartier Maëlex à Montréal. Le MILA s'est vu accorder en 2017, c'est toujours une citation de l'article du devoir, une enveloppe de 80 millions de dollars sur 5 ans de la part de Québec et de 44 millions de dollars du fédéral. Donc, il y a une cohortation. Ce n'est pas un hasard que le fédéral est arrivé en même journée. Donc, déjà, là, on voit les réseaux qui sont présents, qu'il faut étudier. Par l'entremise d'une autre boîte, CIFAR, qui a été créée dans les années 80, qui est une boîte non pas gouvernementale, mais qui est une ONG privée, en un sens, auquel le gouvernement donne de plus en plus de pouvoir. En disant, au lieu que moi, le CRSNG administre mes fonds de recherche, je prends l'argent, je le sors des organismes subventionnaires, je le donne à CIFAR. Et CIFAR, c'est un ONG, donc on n'a rien à dire, ce n'est pas gouvernemental. À ces sommes s'ajoutent celles, non précisées bien sûr, du secteur privé. Donc c'est peut-être 10 cents, mais ça c'est privé. Mais pour permettre l'organisation de poursuivre sur sa lancée, il lui faudra beaucoup plus d'argent, note Mme Pisano. Donc c'est assez extraordinaire. On vient de commencer et tout de suite, implicitement, à mon avis, ce qu'on a là, c'est la rhétorique du retard. Hey, on avance, on est meilleur au monde, mais vite, dépêchez-vous, parce que si vous arrêtez de nous donner de l'essence, bien, on va arrêter de courir, puis on va se faire dépasser. Là, les politiciens ont peur du retard, ils disent « OK, c'est correct, on crache. On crache. » Jusqu'à temps que ça crache. Donc, on a là, au fond, une forme aussi d'agnotologie en action. L'agnotologie, c'est un domaine de recherche qui a commencé dans les années 90-2000 grâce à un nom inventé par Robert Proctor, qui est un très grand historien des sciences américain, qui a fait le fameux livre Golden Holocaust, qui est une brique de 800 pages sur toute l'industrie du tabac qui a manipulé par ses rapports la construction du doute, en disant on ne sait pas trop la cause du cancer du poumon. Il a montré ça en détail. Il est allé dans plusieurs procès pour témoigner et en général, il a contribué à ce que les compagnies payent. Et les compagnies ont tout fait pour détruire sa crédibilité. Tout. Et d'ailleurs, même au Québec, parce qu'il y a eu un procès au Québec sur l'industrie du tabac. Et l'expert invité était Robert Proctor. Les avocats avaient tout fait pendant le débat pour dire que c'était quelqu'un de non crédible parce qu'il avait un parti pris qui n'était pas objectif. Le juge, après avoir entendu la demande, l'a refusé, a dit non. Robert Proctor est un expert reconnu partout et donc ils n'ont pas réussi à le faire taire. Voilà pour le contexte de l'émergence de l'agnotologie et la forme qu'elle prend actuellement. À mon avis, cette agnotologie, c'est ce que j'appelle au fond l'enfumage de notre intelligence par l'éthique. Parce qu'on est à l'ère des déclarations. Ça, c'est intéressant pour la médiatique, c'est du marketing. La déclaration de Paris, la déclaration de Montréal, la déclaration de Leiden, j'en ai nommé 3, mais il y en a plein. On fait des déclarations. Parce que des déclarations, c'est une recherche d'attention et de visibilité. Quelqu'un va faire une déclaration. Ah bon? Avant, on faisait des discours. Non, on fait une déclaration, c'est plus solennel. Le mot déclaration est important. Et aussi, signer une déclaration, ça nous donne l'importance. Puis, on pense faire quelque chose. Hey, j'ai cliqué, j'ai signé la déclaration de Montréal. À cette heure, je peux faire ce que je veux. Et aussi, ça correspond à ce que j'appelle, au fond, la stratégie du petit chaperon rouge, qui est de dire on est éthique contre la guerre, les inégalités et pour la collaboration. Donc, on dit venez avec nous. Nous, on n'est pas méchants. Il va falloir se poser la question comment on peut écouter ce genre de naïveté-là, mais ça existe. Il y a un problème là aussi de sociologie. Pendant ce temps, pendant qu'on s'enfume avec l'éthique, bien, Google, Facebook et autres GAFA continuent leur petit manège sans être dérangés et en enrôlant même les universités heureuses d'innover et d'être à l'avant-garde du mouvement mondial, bien sûr, avec promesse de start-up et de jeunes pousses nourris de fonds publics avant d'être rachetés et déménagés. Donc, je termine avec la partie 2 pour dire quelle est la légitimité des sciences sociales, qui revient à une forme de critique, parce que observer, décrire, c'est déjà critique. Donc, je ne parle pas de sociologie critique, je ne crois pas à ça. Simplement dire sociologie
si c'est fait de façon rigoureuse avec des données, c'est critique parce que ça pointe à une forme de réalité qu'on ne veut justement pas regarder. Pendant qu'on regarde l'éthique, on ne regarde pas l'organisation du travail, on ne regarde pas les subventions gouvernementales. On dit « Ah oui, il ne faut pas faire des drones tueurs », comme si c'est nous qui décidions ça. Et comme si on avait oublié que toute la recherche depuis 50 ans sur l'IA et n'importe quoi, les robots, c'est DARPA américain, c'est l'armée américaine. Point barre. Des milliards de dollars. Donc, ça a commencé une très bonne critique qui est la classique, qui est Alchemy and Artificial Intelligence du philosophe Hubert Dreyfus. C'est le rapport de Rand Corporation en 1965 qui va devenir en 1972 un livre, What Computer Can't Do, or Still Can't Do. Et c'est intéressant parce que, voyez-vous, en 2016, on a fait réapparaître l'idée d'alchimie, sans qu'il y ait de lien, que Dreyfus avait vu dès 1965. Qu'il y a une alchimie dans ça, on vous fait passer des trucs. Et il y a maintenant, heureusement, de plus en plus de livres, depuis 5 ou 6 ans, qui commencent à regarder ça d'un œil distancié, comment ça fonctionne, qu'on pense à Harry Collins, mais là, c'est plus au niveau conceptuel ou intellectuel, et aussi Nano-Hype, qui nous permet de regarder qu'est-ce qui s'est passé en nano une décennie avant. Il dit comment ça fonctionnait le Nano-Hype. Bien là, c'est le IA-Hype. Si on regarde le livre, on peut dire, écoute, republie ton livre, fais juste changer de titre. Fais un search and change, puis republie ça. Bien sûr, en attendant les robots, qui nous montrent comment ça marche concrètement, et même le livre À quoi rêvent les algorithmes. Donc, il y a toute une critique de gens des sciences sociales, informés, avec des références, des analyses, des données. Et il y a, à mon avis, aussi la réponse à ça, qui remet en cause, à mon avis, la légitimité des sciences sociales appliquées à l'IA ou à la biotech ou à toutes les technologies, au fond, c'est la rhétorique de la co-construction. Et la transformation de chercheurs crédibles dans leur domaine, ici l'informatique, qui se transforme en critique sociale. Et ça, j'ai une hypothèse que je vous lance, c'est assez intéressant. La préface du livre de Cathy O'Neill est faite par Cédric Villani, médaille Fields en mathématiques, qui a écrit le rapport français, donc le titre est bien sûr en anglais, c'est AI for Humanity. Hein, c'est Macron parle anglais. Et là, il nous dit, en préface, donc la préface dit, voici un livre légitime. Pourquoi? Parce que Cathy O'Neill est parfaitement légitime. Mais pourquoi elle est légitime, Cathy O'Neill? Je n'ai rien contre Cathy O'Neill, je fais une objectivation de ce qu'elle fait. Parce qu'elle connaît bien les algorithmes pour les avoir pratiqués, conçus, vérifiés des années durant. Donc, c'est une bonne informaticienne. OK? Allons le lire. Qu'est-ce qu'on lit? Bien, on lit une informaticienne qui découvre le vrai monde. Elle découvre le monde. Donc, elle nous dit, contrairement au nombre utilisé dans mes études universitaires, les chiffres qui alimentent ceux du fonds spéculatif pour lequel elle travaillait représentaient quelque chose de concret. Il s'agissait de l'épargne retraite et des hypothèques d'individus bien réels. Rétrospectivement, cela paraît d'une évidence flagrante. C'est en 2008, au moment où les marchés se sont effondrés, que l'horrible vérité m'a frappé de plein fouet. Mieux vaut tard que jamais. Mais que valent ces dénonciations curieusement applaudies par le député Villani, auteur du rapport L'IA au service de l'humanité? L'humanité, ben oui, sinon au service de qui? L'IA au service des robots? Non, l'IA au service de l'humanité, c'est une tautologie. Donc, ici, on a tendance, et j'ai fait exprès de dire, hey, Gingras, tu critiques quelqu'un qui, enfin, vient de notre côté critiquer l'IA. Il n'y a aucune note de bas de page, il n'y a aucune référence à aucune étude, et elle nous sort un tissu de banalité pour un sociologue qui étudie les technologies depuis longtemps. Il dit, bien, on sait tout ça. Mais comme tu étais dans ton labo, c'est pas grave, tu faisais des algorithmes. Mais quand tu sors de ton labo, vous commencez peut-être par aller à la bibliothèque avant de nous dire que toi, tu découvres le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelle est la légitimité de la critique? Est-ce qu'il faut laisser aux informaticiens faire la pseudo-science sociale parce qu'ils savent faire des algorithmes, alors que ce qu'ils disent est d'une grande naïveté? Je pense qu'il faut au contraire insister sur notre expertise spécifique d'analyser les technologies, quelles qu'elles soient, et de pouvoir faire des comparaisons, parce que l'IA n'est pas différent de tous les travaux en sociologie des sciences depuis 30 ans. C'est un nouvel objet. Et donc, toute analyse sérieuse de la dynamique des développements scientifiques et technologiques est intrinsèquement critique au sens bon du terme, au sens kantien
la critique de la raison pure, la critique du jugement. Ce n'est pas une critique de critiqueux, même si on est à l'UQAM. Ces analyses mettent donc nécessairement en cause, et là il y a un côté de réflexivité, nécessairement en cause, il faut le savoir, les acteurs qui font la promotion de ces technologies. C'est automatique, ça vient avec. Et donc le rapport de force symbolique et institutionnel entre les SNG Biomed et les SSH étant inégal, il est certain que ces acteurs vont tenter de prendre le contrôle, c'est déjà fait à mon avis, du discours et de délégitimer les critiques, même les plus rigoureuses, avec l'appui des grandes entreprises qui font miroiter des emplois fortement subventionnés et non imposables. Et donc, tout comme les généraux voudraient contrôler l'écriture des livres d'histoire de la guerre et les scientifiques, l'écriture de l'histoire des sciences, et ça, j'ai des exemples concrets de ça, les promoteurs de l'IA font tout pour garder le contrôle de leur message optimiste auprès des médias, qui sont la courroie de transmission incontournable, et font agir leur réseau pour s'en assurer. Ils contrôlent même le discours, comme on l'a mentionné rapidement, éthique sur la question. C'est donc dans ce contexte, qu'à mon avis, qu'il faut interpréter la rhétorique actuelle de co-construction, qui laisse croire que tous les acteurs sont égaux et collaborent harmonieusement, alors que la hiérarchie des disciplines et le rapport de force entre institutions est évidemment inégal. La rhétorique de la co-construction, qu'on reprend dans les organismes subventionnaire, la rhétorique de la co-construction fait curieusement disparaître, donc c'est une forme d'agnotologie, fait curieusement disparaître toute idée de conflit d'intérêts au nom d'une idée généreuse et faussement naïve de la recherche commune du bien commun. Il faut en être conscient et défendre avec fermeté l'autonomie des méthodes et des questions issues des SSH, sachant très bien qu'il est difficile de s'opposer à la vertu et qu'on va se faire traiter de traditionnel, qu'on a des méthodes dépassées, qu'on est à l'époque de l'interdisciplinarité, de l'intersectorialité, de la transdisciplinarité, pour ceux qui aiment entrer en transe. Il faut rappeler que oui, la collaboration, personne n'est contre, mais il faut savoir que même si personne doute que les chimistes de Monsanto sont excellents dans leur domaine, on ne les met pas sur le comité qui doit réfléchir sur les impacts sociétaux du glyphosate. Ça me semble élémentaire, mais il faut le répéter parce que dans les décisions qui se prennent actuellement dans les organismes subventionnaires, c'est pas sûr que cette autonomie-là est bien comprise. Et à mon avis, c'est mon dernier mot, je pense qu'on assiste, surtout dans le cas du cas de l'IA qu'on a observé depuis 1 an et demi, c'était une prise de contrôle totale du SNG sur tout ce qui est question légitime des impacts sociétaux qui pourtant relèvent des méthodes et des techniques de la sociologie, du droit, donc des sciences sociales en général. Merci.